7h41, c'est donc la dernière ligne droite avant le début du mois de novembre et les élections américaines où donc l'heure des promesses et l'heure des bilans a sonné. Et puis voilà que l'on découvre que là-bas, comme ici, ça n'est pas du Hollande bashing mais du Obama bashing ou comment par tous les moyens dénigrer celui que l'on prenait pour Jésus-Christ marchant sur les eaux il y a 4 ans. De sympathique et partageur, le voici devenu arrogant et secret. De visionnaire, le voici devenu bêtement pragmatique. Oui, c'est donc bien l'heure des bilans. Et ceux qui ne voient toujours pas en Romney une chance comme un recours pour les États-Unis ne voient plus Obama non plus comme un nouveau Messie. Ah, mais c'est qu'il y a eu des contingences, des circonstances qui ont condamné Obama, pour certains, à s'inscrire davantage dans une ligne de politique étrangère à la George Bush que dans les promesses qu'il faisait il y a 4 ans. Et oui, Obama voulait changer le monde. Obama, l'homme qui voulait changer le monde, c'est le titre de votre documentaire qui passe ce soir sur France 3, Zaki Laïdi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes notre invité ce matin et vous aviez publié en 2010 un ouvrage ô combien important pour décrypter le monde de ce moment-là, il y a déjà plus de 4 ans, Le Monde selon Obama en 2010, et vous avez décidé de reprendre au fond votre livre, de vous en servir comme un synopsis, presque un scénario pour sur la route et les routes du monde, confronter la vision d'Obama d'il y a 4 ans aux résultats d'aujourd'hui. Mais enfin tout de même, comment interprétez-vous ce climat actuel, vraiment sympathique il y a 4 ans, arrogant aujourd'hui? On voit même la une des Inrecuptibles en France, titrée L'illusion Obama. On dit que l'écart se resserre entre Romney et lui. Vous participez de ce climat-là ou vous vous rangez plus sagement à la version désormais maintenant pragmatique du président des États-Unis? Je ne peux pas partager cette vision actuelle sur l'illusion. Parce que vous vous souvenez, vous m'aviez fait l'amitié de m'inviter au moment de la sortie de mon livre, et précisément tout le but. Et je précise qu'il ressort en version augmentée, mais très fortement actualisé. Tout le but de la démarche était précisément de montrer que s'il y avait une marque Obama liée à sa personnalité, liée à son histoire, et c'est incontestablement un personnage hors norme qui soulève un immense intérêt, il ne fallait pas perdre de vue le fait qu'il était le président des États-Unis et que s'il y avait une marque Obama, il y avait une puissance américaine. Tout le malentendu, et il a atteint en Europe des proportions invraisemblables, vient du fait qu'on a commis cette grave confusion entre un homme et le chef de la plus grande puissance du monde. Donc précisément, le livre avait été écrit pour montrer que il ne fallait pas faire cette confusion. Alors on parlera très largement dans cette émission de ce qu'on appelle communément des États-Unis et du reste du monde. Barack Obama a-t-il changé la donne? Mais tout de même, pour comprendre toujours ce climat, les critiques évidemment sont très importantes du côté américain, y compris même au fond parfois et souvent même aussi de son propre camp. Les Inrecuptibles, disais-je, titre L'illusion Obama, c'est en fait le titre du livre du directeur du Harper's Bazaar Magazine, John MacArthur, qui est publié en français aux Arènes. Écoutez-le, il parle lui donc bien de cette illusion Obama. Je parle d'illusion Obama parce que c'était un rêve dès le début, un rêve qui a leurré beaucoup de gens, dont les Français et beaucoup d'Américains, qui l'ont trouvé l'anti-Bush, l'antithèse de Bush, l'antithèse de Hillary Clinton, bien sûr. Mais moi, j'ai toujours compris que Obama ne pourrait ou ne voudrait pas faire de réformes sérieuses parce que il était issu de la machine démocrate de Chicago, qui est, en fin de compte, la machine politique la plus réactionnaire, la plus soviétique, la plus antidémocratique de l'Amérique. On ne tolère pas du changement chez la machine démocrate de Chicago. Et le fait que ses partisans soient choqués aujourd'hui que son bilan est tellement faible, témoigne simplement à l'ignorance à l'époque de ses origines. C'est un homme ultra prudent qui s'est vendu comme homme réformateur et audace. Un type qui avait beaucoup d'élan. Mais c'était faux. Pourquoi Guantanamo n'est pas fermé? Pourquoi la guerre en Afghanistan a été intensifiée? Pourquoi n'y a-t-il pas des réglementations sérieuses de Wall Street? Pourquoi il n'y a pas eu de hausse d'impôts sur les riches
Pourquoi il y a un projet de loi en ce moment au Congrès qui voudrait augmenter le salaire minimum à $10 l'heure, mais que la Maison-Blanche a accueilli ce projet de loi avec une indifférence totale. On n'en parle pas. C'est parce que, tout simplement, Barack Obama ne veut pas bousculer la machine de récolte d'argent du Parti démocrate. Voilà, John MacArthur, l'illusion Obama aux arènes, John MacArthur au micro de Tanguy Bloom. C'est un réquisitoire quasiment, Zaki Laïdi. Oui, mais alors c'est un réquisitoire qui me laisse absolument froid parce que il est profondément biaisé et surtout qu'il ignore l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est d'abord le fait que le président des États-Unis est un président formidablement contraint par la nature du système, et notamment de son système politique. On a oublié qu'il était en cohabitation les dernières années. Absolument. Et le rôle du Congrès américain est extraordinairement important, et donc limite considérablement sa marge d'action, qui le conduit parfois naturellement à anticiper les oppositions pour ne pas prendre un certain nombre de mesures. Bon. Et ça, c'est sa marque de toujours, après tout. Il a toujours dit, oui, je suis un homme de dialogue. Par ailleurs, ce qui me surprend dans ce qui est dit, c'est de faire croire qu'il avait promis monts et merveilles, et que, en définitive, il n'a rien effectué. Mais c'est absolument faux. Il n'a jamais promis monts et merveilles. Et d'ailleurs, c'est assez contradictoire de dire qu'il a promis monts et merveilles et de dire qu'il est extraordinairement prudent. Je rappelle qu'il a été prudent dès le début. Alors, il a galvanisé les gens autour de Yes Weekend, c'est-à-dire que les gens ont interprété ce message comme un message du possible, mais c'est après tout le rôle du politique. Mais il n'y avait dans ses propositions rien de, je dirais, de révolutionnaire. Par ailleurs, il faut quand même tenir compte d'un élément absolument fondamental. Quand il est arrivé au pouvoir, les États-Unis sont dans la crise la plus grave de leur histoire depuis la crise de 1929, un affaissement, un effondrement de leur système financier, et il est absolument faux de dire qu'il n'a absolument rien fait, puisque l'un dans l'autre, la relance a permis quand même de sauver l'économie américaine, que des réformes du système financier américain ont été engagées, et que même si le chômage reste élevé, il a quand même baissé, et que les perspectives économiques des États-Unis ne sont pas dramatiques. Est-ce qu'il faut tout de même prendre en considération, et même si nous parlerons davantage évidemment de géopolitique et du monde selon Obama, est-ce qu'il faut tout de même, parce que vous le notez vous-même quand on regarde votre documentaire, qu'on a eu la chance de voir avant ce soir, pour préparer cette émission, il y a quelqu'un à la toute fin qui dit, attention, il y a une chose au fond importante qu'il faut expliquer aux autres, c'est que pour les Américains, c'est la question du chômage est un drame absolument national, et qu'elle prend le pas au fond sur toute autre considération en période électorale. Oui. Alors, bien évidemment, il y a d'ailleurs des études qui ont été faites aux États-Unis et qui montrent qu'aucun président n'est réélu si le taux de chômage est au-dessus de 7,2%. Et il est à 10. Non, il a 7,9. Non, il a beaucoup baissé en réalité. Il a beaucoup baissé. Il est à un peu moins de 8. Maintenant, un certain nombre de gens disent que ce qu'il faut prendre en compte, c'est la dynamique et la perception de l'avenir. C'est-à-dire que même s'il reste élevé, mais que les gens ont le sentiment que les choses sont en train de s'améliorer, ce qui me paraît être le cas, même si la situation est fragile, je pense que c'est malgré tout cela qui est en train de se produire. Mais ce qu'il faut quand même dire, parce qu'effectivement, lorsqu'il y a eu le débat Romney-Obama sur la politique étrangère, les gens ont dit « Ah oui, mais il n'y a pas tellement de différence. » Bien. Mais le paradoxe tient au fait que les États-Unis sont socialement, politiquement, sur le plan intérieur, devenus une société immensément polarisée. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est très difficile de gouverner les États-Unis, et c'est une des raisons pour lesquelles Obama n'a certainement pas pu faire tout ce qu'il voulait. Et de l'autre, sur le plan de la politique étrangère, si on laisse de côté les outrances
bien évidemment, de Bush et son messianisme idéologique, fondamentalement, eh bien, on se rend compte, et je crois que c'était le point sur lequel j'avais insisté dans mon livre, c'est qu'il y a des intérêts stables de la puissance américaine, indépendamment du locataire de la Maison-Blanche. Allez, pour introduire le thème de cette émission, dernière intervention de John MacArthur, qui publie aux arènes l'illusion Obama, que vous pourrez commenter, Zaki Laïdi, sur la question, au fond, Obama, est-il réellement un social-démocrate ? Je pense que dans son cœur, Barack Obama prône la social-démocratie, il est social-démocrate, mais il est si respectueux et si prudent face au pouvoir, non seulement de son parti, mais aussi des grands intellectuels de l'économie, les économistes libéraux, qu'il n'ose pas se déclarer vraiment, sauf du point de vue rhétorique, pour le peuple. Réécoutez le premier débat avec Romney. Pas un seul mot qui a défendu ou qui a prôné les valeurs de la social-démocratie. J'ai des amis qui me disent « Obama, c'est un narcissiste, c'est un homme froid ». Moi, je dirais plutôt que c'est un homme indifférent. Il aime être président, mais il n'a pas vraiment un grand intérêt dans la politique. John MacArthur au micro de Tanguy Bloom, c'est ça qu'il a dit. Ça renvoie à des visions qui sont purement affectives de la politique. Et c'est précisément, je pense, que le rôle d'un politologue, de penser la politique indépendamment de l'idée, la vision un peu affective que l'on peut avoir. Donc je comprends que des gens qui nourrissaient des illusions extraordinaires en sont arrivés à penser qu'il avait déçu. Mais si on a une vision beaucoup plus froide, on se rend compte que c'est encore une fois un président contraint. Alors, ce qu'il dit n'est pas totalement faux lorsqu'il dit qu'il n'a pas fait de plaidoyer social-démocrate, mais il faut voir ce que c'est la société américaine aujourd'hui, et que c'est vrai que les idées libérales au sens américain sont en recul. Cela dit, il y a des questions, on nous y reviendra après, mais il y a des questions quand même que beaucoup de gens se posent. On a appris par dépêche que, par exemple, ce débat télévisé d'avant-hier entre Romney et lui sur la politique étrangère avait été retransmis à Guantanamo. Et immédiatement, on a la promesse d'Obama, il y a 4 ans, je fermerai Guantanamo. Oui. Et les prisonniers de Guantanamo ont regardé le 3e débat 4 ans après dans leur télé. Oui. Pourquoi n'a-t-il pas fermé Guantanamo ? Mais il n'a pas fermé Guantanamo parce que le Congrès a mis des obstacles considérables au financement de structures de substitution à Guantanamo. Il y a des projets de construction d'une prison qui coûtent des sommes phénoménales, et ce processus a été bloqué par le Congrès. Au fond, ce qu'on a appris depuis 4 ans sur Barack Obama, Zaki Laïdi, et tout de même votre film le pointe, c'est évidemment un homme plus complexe que l'image qu'il donnait de ce premier président noir aux États-Unis, avec ce fameux Yes We Can. Il est fait tout de même un peu d'ombre et de lumière. Je trouve extrêmement intéressant quelqu'un qui décrypte, je ne me souviens plus qui, pardon, dans votre documentaire, qui décrypte son discours de prix Nobel. Il reçoit le prix Nobel de la paix, et votre commentateur décrypte en disant, discours surprenant, il fait au fond un discours quasiment de guerre, en disant, je ne suis pas un homme de paix, il faut savoir parfois, par nécessité, recourir à la guerre. Ça, c'est toute l'ambiguïté d'Obama, ou le paradoxe d'Obama qu'on n'a pas voulu relever au départ. Oui, enfin, cela dit, excusez-moi, mais si on a lu mon livre, c'est exactement un point que j'avais souligné, et j'ai beaucoup insisté pour que ce point apparaisse dans le film, c'est que précisément, lorsqu'il reçoit le prix Nobel, c'est évidemment, il tient un message qui est très clair, et qui dit, bon, moi je suis un homme de paix, mais je ne suis pas un pacifiste. Et le message, il est à double détente. Il est vis-à-vis de l'opinion américaine, notamment républicaine, qui dit c'est un faible, mais de manière avec une immense mauvaise foi. Et c'est aussi un message envoyé au reste du monde pour leur dire ne croyez pas que parce que je suis Obama, je ne pourrais pas utiliser la force. Nos actes comptent et peuvent infléchir le cours de l'histoire vers davantage de justice. Mais peut-être ce qui soulève le plus de questions dans le choix de m'attribuer ce prix tient au fait que je suis le chef des armées d'une nation engagée dans 2 guerres. C'était donc l'extrait du discours du prix Nobel le 9 décembre 2009. Pour terminer et comprendre encore, continuer d'essayer de comprendre, pourquoi faut-il se souvenir, dit sa femme, que pour comprendre Barack Obama, il faut se souvenir qu'il est né à Hawaï.
Zaki Laïdi. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on le présente comme un président noir américain, ce qui n'est pas au sens d'ailleurs, j'allais dire, ethnique du terme, mais surtout, ce n'est pas un Afro-Américain. Ce n'est pas un Afro-Américain. Et quand on lit ses livres, il a eu d'énormes problèmes à se faire admettre par la communauté noire américaine, parce que c'est le fils d'un immigrant africain. Hein. Bon, ça c'est le premier point. Et ce qu'il a intégré dans la communauté afro-américaine, c'est son mariage, qui était donc, de ce point de vue-là, décisif. Alors, Hawaï, si vous voulez, c'est un peu l'idée d'un homme, et ce qui montre son immense talent, c'est qu'au fond, il a converti toutes ses faiblesses en force, puisqu'il est venu au fond de la périphérie de l'Amérique. Il est né à Hawaï, il a été ensuite en Indonésie, il a été au collège universitaire en Californie, et ensuite, il est allé à Columbia, et ensuite à Chicago. Donc, au fond, c'est quelqu'un qui est passé de la périphérie pour devenir se placer au centre du système. 8h16 l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Yes you can. Forward, mais je vois que vous avez la statuette d'Obama entre les mains. Ça prouve que vous pratiquez le chamanisme. Non, c'est un ami qui m'a apporté ça il y a 4 ans déjà. Hein, elle a 4 ans. Il a vieilli, vous avez vu, depuis. Il faudra lui rajouter quelques rides. C'est à vous. Personne n'imagine qu'une campagne présidentielle américaine puisse se gagner sur les questions internationales. Moins encore aujourd'hui, dans le contexte de pénible sortie de crise que traversent les États-Unis. C'est l'état de l'économie, ce sont les perspectives de retour à l'emploi qui décideront de l'issue du scrutin, pas l'état des relations avec la Chine ou l'issue de la guerre en Afghanistan. Et pourtant, Obama a manifestement gagné son duel avec Romney lundi soir sur la politique étrangère. Romney, disent les commentateurs, a été obligé de jouer en défensive, ce qui réussit mal à un challenger. Face à un Obama qui apparaissait mieux au fait des dossiers, Romney a modéré son agressivité son agressivité pour corriger une image de va-t-en-guerre qui fait peur à l'électorat américain. Envers l'Iran, l'action militaire est dorénavant le dernier recours, si les sanctions et le programme de cyberattaque se révélaient incapables d'empêcher le régime des mollahs d'obtenir l'arme atomique. Sur l'Afghanistan, le candidat républicain a avoué qu'il ne ferait rien d'autre que de poursuivre la politique d'Obama s'il était élu à sa place. Sur la manière d'Obama de mener la guerre contre les terroristes à l'aide de drones, il y a eu entre 200 et 300 frappes en 4 ans, Romney admet qu'il ne ferait ni davantage ni autrement. En Syrie, il ne veut pas non plus d'une implication militaire américaine dans la phase actuelle. Seul vrai thème de clivage, me semble-t-il, la Russie, qu'Obama imagine avoir séduite et face à laquelle Romney fait entendre sa différence en promettant, je cite, d'avoir plus de cran. Bref, Obama a gagné ce duel et pourtant le bilan de son action extérieure n'est pas très brillant, il faut en convenir. Obama s'est servi pour définir sa stratégie d'une métaphore empruntée au basket, le pivot, explique Justin Weiss dans un ouvrage consacré au bilan diplomatique du président. Il a voulu faire pivoter la diplomatie américaine vers le Pacifique et les pays émergents. Cela voulait dire rompre avec la vieille obsession de W. Bush pour le Moyen-Orient, laisser les Européens se dépatouiller avec leur crise, renouer avec la Russie. Obama, comme le montre le film de Zaki Laïdi, a voulu se dégager d'Irak pour s'investir massivement sur le front afghan, guerre par nécessité et non pas guerre préventive. Résultat des courses, l'Irak est devenu une pièce essentielle du croissant chiite manœuvré par l'Iran. Le pays est aussi hostile aux États-Unis qu'il l'était sous Saddam Hussein. En Afghanistan, l'enlisement est patent, mais quel besoin le président américain avait-il d'annoncer à l'avance la date du retrait de ses troupes ? Comme le dit un des intervenants du film de Zaki Laïdi, Obama, l'homme qui voulait changer le monde, je cite, « Les talibans prévenus à l'avance du retrait américain n'avaient plus qu'à faire le gros dos et à attendre l'horreur, ce qu'ils font. » Obama a remporté une grande victoire, c'est l'élimination du chef terroriste Ben Laden. Alors que George W. Bush avait lancé 2 guerres pour aller détruire Al-Qaïda, Obama est parvenu à supprimer l'ennemi public numéro 1 par une audacieuse opération de commando menée dans un pays étranger sans en prévenir les dirigeants ni leur demander leur accord. Les relations avec le Pakistan, allié théorique, sont d'ailleurs très mauvaises. Bref, comme vous l'écrivez dans votre article mis en ligne sur le site Telos, Zaki Laïdi, je vous cite encore une fois, sur tous les enjeux stratégiques pour la sécurité américaine dont il a hérité, Iran, Corée du Nord, Irak, Afghanistan,
Pakistan, conflit israélo-palestinien, Obama n'a à peu près obtenu aucun résultat politique significatif, car le pouvoir de contrainte des États-Unis s'est érodé de manière structurelle. Fin de citation. Que les États-Unis s'affaiblissent et que le mythe de l'hyperpuissance ait fait long feu, c'est un fait acquis, mais on disait beaucoup il y a 4 ans que Barack Obama était un meilleur président parce qu'il comptait miser sur le smart power. On lui a décerné à ce titre le prix Nobel de la paix. Zaki Laïdi, était-ce vraiment mérité ? Là, nous avons déjà répondu. Il y a dans la première partie, Brice Couturier. Je précise que Le Monde selon Obama et Obama, l'homme qui voulait changer le monde, plutôt sera diffusé ce soir sur France 3 et qu'une nouvelle version de votre livre, bien sûr, est publiée chez Flammarion. Zaki Laïdi. Alors, tout d'abord, je remercie Brice Couturier de sa chronique, comme toujours très brillante. Mais je voudrais quand même rappeler que le film est seulement écrit par Zaki Laïdi et qu'il y a un réalisateur qui s'appelle Laurent Jaoui. Donc, c'est pas le film de Zaki Laïdi. Enfin, c'est vous qui l'avez mené des interviews, c'est vous qui parlez. Bon, enfin, oui, il y a un réalisateur, d'accord. C'est bien, il faut lui rendre hommage. Absolument. Alors, bon, je ne sais pas par quel point commencer, parce que... Échec ou réussite ? Moi, je suis, comment dirais-je, je suis toujours un peu embêté par cette notion d'échec ou de réussite, parce qu'il y a un problème de méthode qui se pose, c'est-à-dire par rapport à quels critères est-ce qu'on évalue les résultats. Et moi, je fais de l'analyse politique et j'essaie de comprendre cela. Et en réalité, c'est assez difficile. Prenons l'Irak. La première façon d'évaluer un bilan, c'est de se dire, bon, je compare ce qu'il a dit qu'il ferait et ce qu'il a fait. Bon, bien, l'Irak, il a dit qu'il retirait les troupes. Il les a retirées. Alors, maintenant, le résultat... vous l'avez rappelé, n'est pas très brillant, sauf que de toute façon, l'accord de retrait avait été signé par Bush, et que de toute manière, la marge de manœuvre des États-Unis dans ce pays est extraordinairement étroite. Bon, si on prend... Ils auraient pu y conserver une influence. Ils auraient pu y conserver au moins une influence. Mais ils ont essayé, ils ont joué la carte d'Alaoui contre la carte de Maliki, ils ne sont pas parvenus. Ils ont voulu... D'ailleurs, et je crois que c'était parfaitement, je dirais, rationnel, de maintenir malgré tout des troupes, parce qu'ils voyaient quand même que cette situation profite à l'Iran, mais ils se sont heurtés à un problème juridique énorme, qui est le statut juridique des Américains. C'est-à-dire, si demain un soldat américain viole ou une fille, comme cela se passe au Japon de temps en temps, eh bien, de quelle juridiction va-t-il dépendre ? Et les Américains ont imposé, c'est fondamental chez eux, qu'il ne peut dépendre que de la juridiction américaine. Ce que les Irakiens n'ont pas, pour des raisons de souveraineté, voulu accepter. Ça a buté là-dessus, parce que même le leadership irakien était favorable au maintien d'un contingent. Bon, l'Afghanistan est un plantage. Indéniable, puisqu'il a présenté cette guerre comme une guerre de nécessité, et on se rend compte qu'elle n'était pas plus nécessaire. En tout cas, le résultat montre qu'elle n'était pas nécessaire. Mais là, vous avez en même temps la force de la puissance américaine. C'est-à-dire que les États-Unis ont investi, tenez-vous bien, 500 milliards de dollars dans ce pays pour un résultat à peu près nul, mais que malgré tout, il conserve deux forces extraordinaires. C'est la dette de l'Europe. La première, c'est au fond, de masquer un échec politique en un retrait de convenance. Et deuxièmement, au fond, d'être capable de digérer cet échec. Les États-Unis sont capables. Cette guerre, finalement, qui a coûté une fortune, si finalement les talibans reviennent au pouvoir aussitôt que le dernier soldat américain. D'abord, ce qu'on a dit à Barack Obama dans votre film, qui est quand même très intéressant, c'est la complexité effectivement des choses, puisqu'au fond, certains conseillers ou de l'opposition disent à Barack Obama, mais pourquoi annoncez-vous que l'on va se retirer? Dans ces cas-là, vous sous-estimez l'intelligence des talibans qui vont tout simplement attendre que vous partiez pour mener à bien leur action. Et puis d'autres disent aussi qu'il faut au fond continuer à aller en Afghanistan. Ça permettra au fond de décharger les troupes américaines que l'on veut sortir d'Irak pour pouvoir les placer en Afghanistan. Et il y a beaucoup de contingences effectivement dans ce que il doit obtenir, ce dont il doit tenir compte pour prendre une décision. Sur la première question du retrait, il y a effectivement une contradiction, mais elle s'explique par des raisons de politique intérieure. Oui. C'est-à-dire, il peut pas dire je vais envoyer des troupes et on va lui dire ça y est, c'est le Vietnam. C'est l'enlisement. Donc il faut qu'il dise je vais envoyer. Il y aura un surge, mais il sera de courte durée. Maintenant, ils ont en réalité fait le contraire de ce qu'ils avaient
prévu, c'est-à-dire ils ont dit on va essayer de gagner la population, on va pas faire que du militaire. La réalité, c'est qu'ils ont fait du contre-terrorisme classique, ce qui était d'ailleurs une des options qui avait été avancée par Biden, et effectivement frapper les talibans au Pakistan par des drones, ce qui limite les pertes. Mais effectivement, le résultat n'est pas brillant. Ceci dit, on peut aussi dire à la décharge d'Obama qu'on ne voit pas qui aurait pu régler le problème afghan. Alors, pas ramené en tous les cas. Certainement pas. Mais alors, il y avait simplement une hypothèse stratégique très importante qui avait été faite au moment de l'Afghanistan et qu'avait compris l'administration Obama, qui était de dire le problème afghan ne sera réglé que si est réglé en partie le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Parce qu'il faut savoir, pour ceux qui ne connaissent pas forcément cette question, que le conflit afghan ne peut pas se comprendre indépendamment de la rivalité entre l'Inde et le Pakistan. Et donc l'idée, c'était d'ailleurs l'idée de Holbrooke, qui est mort entre-temps, c'était de dire on va faire pression sur les Indiens pour avancer sur le règlement du Cachemire. Et donc, en échange, obtenir un soutien plus fort des Pakistanais qui se trouvent, eux, de leur côté, soumis à la pression de leurs propres talibans. Ouais, donc, on a deux facteurs qui jouent en cette faveur. Avec le double jeu permanent, voilà. Dit-on, du Pakistan. Absolument. Alors, ça n'a pas abouti, d'abord parce que les Indiens ont, dès le départ, dit aux Américains, mais le Cachemire, ça vous regarde pas, ça regarde nous et les Pakistanais, donc, circuler, il n'y a rien à voir. Ce qui montre aussi l'érosion, effectivement, relative de la capacité des États-Unis, si vous voulez, à dicter sa loi au monde. Ça, c'est un élément fondamental dans l'évaluation du bilan. Là aussi, d'ailleurs, double paradoxe. Dans votre film, on note que les États-Unis resteront pour longtemps tout de même la première puissance militaire et de très loin. 14 porte-avions aux États-Unis contre, par exemple, un seul en France. Et que dans le même temps, malgré cette puissance-là, pouvez-vous nous expliquer ce jugement que l'on fait sur Obama en politique étrangère? Il dirige depuis l'arrière. Oui, alors le leading from behind, en fait, repose sur un malentendu, parce que en fait, c'est pas une théorie, c'est une rationalisation a posteriori d'une conduite. Ça, il y a une chose dont il faut être convaincu, c'est que c'est pas un théoricien. C'est un pragmatique. Brice Couturier, politique américaine, la politique étrangère, le monde selon Obama. Oui, j'ai trouvé une interview extrêmement intéressante de David Sanger, qui est un des correspondants, correspondant en chef du New York Times à la Maison Blanche et qui vient de publier un essai sur la politique étrangère d'Obama. Et il dit qu'en fait la doctrine d'Obama se résume, enfin il y a un mot qui résume assez bien la doctrine d'Obama, c'est le moindre coût et l'empreinte légère. La doctrine d'Obama, c'est l'empreinte légère, c'est-à-dire qu'il intervient à travers des drones, il intervient à travers la cyberguerre, les forces spéciales, et le moins possible d'hommes sur le terrain, le moins de morts possible, parce que simplement l'Amérique est en crise budgétaire. Est-ce que c'est pas ça la doctrine Obama? Est-ce que c'est pas là que se résume le réalisme d'Obama? Essayer de maintenir la puissance américaine, en tous les cas en négociant progressivement son retrait, au moindre coût. Est-ce que ça vous paraît une bonne définition? Alors, je pense qu'avant cette interruption, on était sur l'idée de diriger par derrière. Le leading on en était au behind, oui, voilà. Leading from behind. Alors, bon, en fait, ça s'est passé au moment de la Libye. Et au moment de la Libye, et ça montre aussi que c'est quelqu'un qui s'est tranché, tout l'état-major américain était férocement hostile à une intervention en Libye. Totalement hostile. En disant, ça ne fait pas partie du périmètre stratégique, on a l'Afghanistan. Oui, on a déjà beaucoup à faire. On a beaucoup à faire, et c'est vous, les Européens, c'est votre responsabilité. Bien. Simplement, il a bien vu le risque d'un Srebrenica en Afrique du Nord, et il ne voulait pas avoir ça sur la conscience. Et il a intelligemment, d'ailleurs, fait le choix de dire à son état-major et à Gates, qui était très hostile, nous allons intervenir massivement, très rapidement, pour une période courte, et ensuite nous passons le flambeau à l'OTAN, ce qui était d'ailleurs un maquillage politique pour l'essentiel, puisque les Américains, en réalité, ont été extraordinairement présents dans toute la guerre en Libye. Bon, alors pour revenir à votre question, oui, mais c'est pas spécifique à Obama, c'est parce que c'est là, justement, les processus de long terme sont absolument fondamentaux. Vous avez une restructuration de l'appareil militaire américain qui se fait dans la perspective fondamentale d'affronter la Chine.
Bien. Contenir la Chine. Contenir la Chine, oui, affronter au sens... indignement. Absolument. Et pour ce faire, il y a un arbitrage qui a été fait au détriment des forces, j'allais dire, terrestres. C'est-à-dire que les Américains se rendent bien compte, à travers ce qui s'est passé en Irak et ce qui s'est passé en Afghanistan, que c'est pas quand vous envoyez des gens sur le terrain que vous faites avancer les choses, mais qu'on maintient les deux instruments puissants de la force américaine, c'est-à-dire la marine et la force aérienne. Voilà, mais ça c'est une stratégie alors qui sous l'administration Obama, c'est un choix qui a été fait et il faut toujours ne pas perdre de vue une chose qui est le fait que souvent d'ailleurs les changements ou les inflexions ne passent pas forcément d'une administration à l'autre, mais au sein d'une administration. Parce que le regard sur la Chine de l'administration Obama a changé sous l'administration Obama elle-même. Mais c'est ce qu'on reproche, cela dit, alors, du coup, qui devient une critique à Barack Obama. On dit il part d'un point et pour arriver à un autre en donnant l'impression qu'il change d'avis. De même, au fond, que lors du fameux discours du Caire du 4 juin 2009, qui n'a pas été suivi ensuite exactement au terme près avec les événements que l'on sait. Assalamu alaikum. Je suis venu ici, au Caire, en quête d'un nouveau départ pour les États-Unis et les musulmans du monde entier, fondé sur l'intérêt et le respect mutuel. Voilà, on se dit formidable discours du Caire du 4 juin. Il s'adresse même directement à l'Irak. Dans la foulée de ce discours, sa politique au Moyen-Orient se veut équidistante, remettre aussi la question palestinienne à l'ordre du jour. Et puis, petit à petit, ce discours-là semble se transformer, s'éroder, faire davantage référence à ce qu'on appellerait une réelle politique. Et donne le sentiment d'un désengagement et d'une soumission presque à un nouveau pouvoir israélien de droite qui dicte un peu sa loi, au fond, à Barack Obama. Alors là, il y a deux choses. Il y a le rapport avec Israël et le Moyen-Orient, et il y a l'histoire du désengagement. Moi, l'idée du désengagement, je n'y crois pas une seconde, du Moyen-Orient, pour deux raisons. La première, c'est que les États-Unis... s'ils veulent maintenir leur statut de puissance mondiale, par définition, ne peuvent pas se retirer d'une région. Et ça, c'est absolument fondamental. Bon. Deuxièmement, ils sont confrontés à un défi extraordinairement difficile à gérer, qui est l'affaire iranienne. Donc je ne vois pas comment les États-Unis vont se désintéresser de l'Iran à un moment aussi crucial. Et précision, quelqu'un dans votre film dit, si les États-Unis attaquaient l'Iran, ce serait vraiment pire que tout, pire que même l'Afghanistan et l'Irak réunis. Bon, bien évidemment, parce que c'est quelque chose de très difficile, mais je veux dire, là, on a un enjeu. Les États-Unis ne pourront pas se désengager du Moyen-Orient, mais ce qui n'est pas contradictoire avec la volonté d'aller en Asie beaucoup plus, parce que fondamentalement, il faut voir que les États-Unis ont compris qu'ils ont trouvé pour la première fois dans leur histoire un challenger à leur mesure. Parce qu'encore une fois, la Chine présente cette caractéristique propre de marcher sur ses deux jambes, c'est-à-dire d'être une puissance stratégique et d'être une puissance économique. C'est plus l'Union soviétique. Et donc, c'est en plus un immense pays, qui a, je dirais, l'instinct de la puissance, qui a une ambition mondiale. Donc, ils ont trouvé leur rival. Mais paradoxalement, les Américains ne sont pas inquiets au sens où ils ont peur. Ils savent qu'ils devront affronter ce défi et ils sont en train de s'en donner les moyens sur le plan stratégique et sur le plan économique. Deux objections à ce que vous dites. Sur le Proche-Orient ou sur le Moyen-Orient, moi je continue à penser qu'effectivement les Américains vont se retirer progressivement de cette région pour réinvestir la Chine. Pourquoi ? Parce qu'il y a une chose qui apparaît pas dans votre film, parce que peut-être qu'elle est très nouvelle et surtout parce qu'elle n'est pas dans le cadre de ce que vous étudiez, c'est-à-dire la diplomatie américaine, c'est les pétroles. On vient de découvrir que le pétrole de schiste américain, que les Américains sont bien décidés à exploiter, comme ils exploitent déjà sur une grande mesure leur gaz de schiste, les réserves pétrolières américaines sont supérieures à celles de l'Arabie Saoudite et de l'Iran combinées. Donc ils vont être de moins en moins dépendants des pétroles, de l'approvisionnement pétrolier
et gaziers d'Arabie Saoudite et du Golfe. Donc effectivement, ils seront moins présents là-bas. Par contre, ils seront de plus en plus présents, effectivement, je vous suis, du côté du Pacifique pour contenir la Chine. Et je voudrais juste signaler cette petite anecdote parce qu'elle fera rire nos auditeurs. Pendant le débat, Obama a été contesté par Romney qui lui disait « Oui, c'est bien de contenir la Chine, mais pour ça, il faut des bateaux. Or, nous avons moins de bateaux de guerre, disait Romney aujourd'hui, que nous en avions en 1918. » Et il y a eu cette réponse formidable d'Obama qui montre son intelligence d'ailleurs. Il lui a dit « Mais monsieur le gouverneur, vous savez que nous avons aussi beaucoup moins de baïonnettes et de chevaux que nous n'en avions à l'époque. » Et ça a été repris par toute la presse américaine, évidemment. Il faut reconnaître que bon mot pour bon mot, c'est quand même pas mal. Absolument. Mais sur le Proche-Orient, je ne suis pas convaincu par ces arguments, parce que ça supposerait que la politique au Moyen-Orient est déterminée uniquement par le facteur pétrolier, qui est un facteur important, mais qui n'est pas le seul. Il y a le facteur israélien. Israël a été cité 37 fois dans le débat. Bon, donc on voit bien et que même si demain les États-Unis dépendent beaucoup moins du Moyen-Orient, mais au demeurant, cette réduction de la dépendance s'est considérablement intensifiée au cours des 10 dernières années. C'est intensifié sous l'administration Obama. Donc il ne faut pas, je crois, avoir de vision mécanique. Et il y aura au moins 2 facteurs qui justifieront toujours la présence américaine. Il y a le facteur israélien, qui est quand même fondamental dans la politique américaine, mais il y a aussi les monarchies du Golfe face à l'Iran. Parce que même si on est moins dépendant d'eux sur le plan pétrolier, ce sont des pays qui comptent. L'Arabie Saoudite, compte tenu de son poids en tant que pays pétrolier, a une influence sur le prix du pétrole à l'échelle mondiale, et les États-Unis ne peuvent pas se permettre de laisser l'Iran dominer la région. Donc c'est pas si simple que cela. Manœuvrer le navire de l'État, ça prend du temps. Les États sont comme des grands pétroliers, pas des hors-bord. On ne peut pas juste les faire virer de bord et prendre une nouvelle direction. Il faut les déplacer lentement pour se retrouver au final dans un endroit très différent. Alors, pour terminer avec vous, Zaki Laïdi, dans votre film, qui, je le rappelle, est très complet, on a l'impression de prendre l'avion quand on voit votre documentaire. On circule un peu partout et on a quasiment l'impression d'être dans Air Force One. Voilà, je vois que vous avez suivi. Je vois que... Bon, alors voilà, c'est dit. Alors, tout de même, il y a un moment intéressant en passant. C'est pas forcément le centre du film, quoique, sans vouloir faire de psychologie de bazar. Pareil, un de vos intervenants commentateurs dit... là où on voit au fond que Barack Obama n'est pas forcément l'homme à corte que l'on croit, sympathique. Observez-le donc pendant les images où, avec toute son équipe, il assiste en direct à l'arrestation et l'assassinat de Ben Laden. Il est le seul à ne pas avoir l'air d'être inquiet. Il regarde froidement. Est-ce que ça dit vraiment quelque chose, ça ? Ah oui, c'est un homme qui a un immense sang-froid. Qui a un contrôle de lui-même qui est très très fort et qui explique très largement son succès politique, c'est-à-dire de ce point de vue-là, il ne doute de rien, ou s'il doute, il ne le montre pas. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce qui est aussi très propre à Obama, c'est la manière dont il a géré ses rapports interpersonnels avec les dirigeants. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour ne jamais les heurter, donc à les mettre à l'aise, mais bien évidemment, il a évité toute captation, c'est-à-dire éviter que on s'approprie Obama. Alors, il y a l'ancien président, je crois qu'il s'appelait Nicolas Sarkozy, qui avait fait un effort absolument désespéré pour apparaître comme le grand ami de Barack Obama, mais déjà, il y avait un obstacle linguistique dans la construction de leur proximité. Et il a bien compris que certains dirigeants souhaitaient le manipuler, d'où la mise à distance de l'ensemble des gens et de ses interlocuteurs, tout en étant extraordinairement, je dirais, accord. Le seul avec lequel il a eu de vrais problèmes, ça a été le président Karzai de l'Afghanistan, qui est paradoxalement supposé être l'allié des États-Unis. Avec lui, les rapports sont détestables. Comment vous envisagez, je vous fais jouer Madame Soleil, qui remporte ces élections, Obama, Romney Écoutez, moi je... Il reprend un peu sur la diplomatie, il n'y a pas photo. Hein. Non, oui, absolument. Oui. Mais je pense qu'il finira par gagner, probablement de manière beaucoup plus courte que prévu.
mon sentiment est quand même qu'il finira par l'emporter. Mais je peux me tromper. Et puisque vous allez bien prendre un peu d'avance, est-ce que ça veut dire que s'il l'emportait, il ferait comme beaucoup d'hommes politiques ou de présidents réélus? Est-ce qu'il ferait peut-être au fond réellement plus que ce qu'il a fait dans son second mandat que dans le premier, parce que c'est le second et dernier? Ça, j'ai beaucoup de doutes là-dessus, parce qu'encore une fois, il faut connaître les contraintes de la politique américaine, de l'évolution. Je vais vous donner quand même juste un élément. Quand Barack Obama arrive au pouvoir, fin 2008, la Chine, le PNB de la Chine représente 30% du PNB américain. À la fin de son premier mandat, ils sont à 65%. Le rattrapage est absolument phénoménal. Et donc, si vous voulez, la redistribution de la puissance et du jeu dans le monde est un facteur de contrainte sur une puissance américaine qui reste très forte.